Après une première partie consacrée au parcours italien de Jacques Weinstein et Temps critique, nous le retrouvons pour aborder plus précisément la question de l'opéraïsme à l'occasion de la sortie de son livre L'opéraïsme italien au crible du temps. Alors Jacques, comment es-tu passé finalement des questions sur l'extradition, l'amnistie, l'état d'exception, à une sorte de retour à l'opéraïsme? Oui, alors c'est dans le cadre en fait, d'un bilan. C'est-à-dire que juste avant le début de Temps critique et donc à la suite de mon livre sur individu, révolte et terrorisme, donc on s'était mis d'accord pour faire la revue donc, sur la nécessité d'un bilan. Et donc il y a eu tout un travail préparatoire à la naissance de Temps critique dont j'ai déjà parlé. Et ce travail préparatoire, il envisageait donc le bilan des 20 ans qui nous séparaient du dernier mouvement significatif, un peu de subversion du capital. Donc j'ai repris à ce moment-là avec Jacques Guigou en préparation dans les années 87, 88, 89, juste avant que la revue démarre, enfin surtout 87-88, la question de l'autonomie, de l'autogestion, etc. Et un texte de 88 qui est inédit, qui est paru dans l'anthologie, le volume 1 de l'anthologie de Temps critique, l'individu à la communauté humaine, mais un livre dont les 100 premières pages sont en fait les prémices de la revue, c'est-à-dire que les textes qui sont dans ces 100 premières pages sont des textes qui n'existent pas dans la revue, mais qui ont été des textes, qui ont été des échanges de lettres ou de textes entre nous. Donc un premier texte aborde la question de l'autonomie en général, telle qu'elle a pu être brassée en France, en Allemagne et en Italie. Analyse en quelque sorte le passage de l'autonomie aux autonomies, c'est-à-dire au fait qu'il va y avoir un éclatement de l'autonomie ouvrière, par exemple, si on veut revenir. D'abord, il y a l'autonomie au sens assez large des mouvements autonomes, de l'autonomie du mouvement, etc. Tous ces termes autonomie par rapport aux syndicats, enfin, donc le terme d'autonomie était devenu une sorte de sésame pour se distinguer un petit peu de tous les partis, groupuscules, etc. Bon, donc il y avait cette autonomie-là. Et puis l'Italie nous rappelait qu'il y avait l'autonomie ouvrière et donc déjà une particularisation de l'autonomie à l'intérieur de la classe qui était la classe, qui devenait la classe de l'autonomie et cette autonomie ouvrière a été un grand moment de l'histoire de l'Italie des années 60-70, mais ensuite sont apparues d'autres autonomies et un peu la dissolution ou l'éclatement des autonomies, surtout à partir de 1977, avec les événements de Bologne et tout le nouveau discours qui va se développer autour de gens comme Franco Berardi, Bifo et Radio Alice, etc. Toutes les choses où l'autonomie va être aussi liée à non plus à l'émancipation des travailleurs qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, mais à l'émancipation des désirs, à la révolte contre toutes les institutions, etc. Des aspects qui étaient prégnants dans le mai-juin français, mais qui avaient été comme condensés dans un même mouvement, alors qu'en Italie, il allait se trouver allongé et dissocié tout au long d'un processus qui faisait qu'il y avait comme si plusieurs mouvements s'étaient enchaînés, comme si l'autonomie passait, par exemple, là je suis passé à l'autonomie de 77, etc., mais par exemple on était aussi passé de l'autonomie ouvrière à ce que Negri et autres ont appelé en 75 l'autonomie organisée, etc. Donc il y a eu ce texte où j'aborde toutes ces questions-là d'un point de vue historique. Ça, c'est le premier point.
Et puis le deuxième point qui m'a encore plus rapproché de l'opéraïsme, enfin de se recoltiner avec cette question, c'est que l'opéraïsme prenait une autre forme. Alors, cette autre forme, c'était ce qu'on a appelé soit néo-opéraïsme, soit post-opéraïsme. Bon, peu importe, hein, il y a des gens qui étaient dans l'opéraïsme, qui ont continué l'opéraïsme, donc à théoriser comme beaucoup de gens parmi les arrêtés de 79, donc Negri, Bologna, surtout Paolo Virno, ont fait émerger une sorte de courant qui a développé deux nouveaux éléments, courants qui sont nés dans l'exil en fait, autour de la revue Futur Antérieur, et les premiers numéros de la revue Futur Antérieur, auxquels participent donc Negri et beaucoup de gens d'origine italienne, et par exemple des gens qui ont un rôle important comme Maurizio Lazzarato aussi. Voilà, donc, et si donc je me suis intéressé à ce post-opéraïsme, c'est qu'il me semblait être en discontinuité avec l'opéraïsme, et dans une discontinuité, on peut dire, qui n'améliorait pas la situation, c'est-à-dire qui revenait à des choses qui semblaient dépassées, et surtout qui semblaient beaucoup moins critiques par rapport au développement du capital. En effet, ce qui m'avait retenu dans l'opéraïsme, c'est que c'était un peu, comme je l'ai appelé un petit peu au début de la préface du livre, l'introduction à mon dernier livre, si l'international situationniste a été en France un peu, on peut dire, la théorie de son temps avec ses limites, l'opéraïsme était la théorie de son temps pour l'Italie, parce que l'opéraïsme a été capable de synthétiser en quelque sorte la rapidité de l'industrialisation en retard de l'Italie, le développement du mouvement ouvrier dans ses caractéristiques de travail à la chaîne, de refus du travail, mais aussi de critique de l'introduction de la technologie et de la technoscience. Qu'est-ce que ça voulait dire, comment pouvait-on se situer par rapport au progressisme habituel des syndicats qui demandaient à ce que les salaires augmentent en fonction de la productivité des ouvriers, alors que l'opéraïsme disait que le salaire devait être indépendant de la productivité et que de toute façon il n'y avait pas de raison que les ouvriers améliorent la productivité puisque la science n'était pas neutre et que de toute façon on ne pourrait pas récupérer à notre profit en tant que prolétaire le mode de production capitaliste dans l'état où il était arrivé avec ces nouveaux procès de travail, ce nouveau processus de production qui rendait le travail de plus en plus inessentiel, etc. Et par rapport à ça, qui avait été la force de Panzieri, c'est-à-dire de s'attaquer vraiment à ça, c'est-à-dire au concret de ces transformations du procès de production et du procès de travail, et ensuite Tronti et Negri de mêler ça avec l'ouvrier masse, avec l'ouvrier social, enfin bon, avec le protagoniste de la lutte de classe devenant l'élément déclencheur en quelque sorte de la crise du capital, et ne répondant pas à la crise du capital, comme dans la vision classique où souvent la révolution doit se faire pour répondre à la crise du capital. Non, dans l'opéraïsme, c'est en quelque sorte
et ça parlait pour nous, parce qu'en 68 en France, il n'y a pas de crise. Donc s'il y a un mouvement, sans crise. Il y a une crise générale, mais ce n'est pas une crise du mode de production capitaliste. Donc c'était intéressant de relier à la théorie opérariste qui met en quelque sorte, même avec des illusions, et même d'une façon trop unilatérale, le travail au premier rang par rapport au capital. C'est-à-dire que le moteur de la dynamique du capital, c'est le travail, c'est pas le capital. Bon. Donc ça, c'était intéressant. Or, par rapport à ça, le néo-opéralisme inverse en quelque sorte le schéma en découvrant tout à coup que les transformations du capitalisme dans la période d'après les luttes des années 70, ces transformations du capitalisme, elles révolutionnent le capital, d'où notre terme après la révolution du capital. Elles révolutionnent le capital, mais pour les néo-opéralismes, elles le révolutionnent finalement dans un bon sens, puisque finalement, ces transformations du capital, avec tout le développement du capital cognitif, de la technoscience, etc., elles feraient que la domination ne serait plus que la domination d'une petite couche parasitaire, capitaliste, qui domine un ensemble, qui domine le général intellect, ils reprennent le terme de Marx du général intellect, c'est-à-dire le fait que le travail mort et le travail vivant rentrent dans une combinatoire qui fait que finalement le savoir professionnel et ouvrier est intégré au savoir du capital, etc. Mais pour Marx, c'est toujours le capital qui domine. Mais pour les post-opéralistes, on a l'impression que cette intelligence collective, elle est immédiatement appropriable par le nouveau travailleur du cognitif, et que finalement, il suffit de faire sauter la capsule capitaliste. On en revient à une vision assez léniniste, et d'ailleurs Negri il revient léniniste, il ne s'en cache pas. Fialzon en parle dans sa postface. Finalement, léniniste et trotskiste, finalement, il faut se débarrasser du commandement capitaliste. Mais la structure, on peut la prendre à notre compte, puisqu'elle est plus favorable. Elle permet à la multitude, et non plus simplement à une classe particulière, elle permet à la multitude de s'approprier les forces productives, finalement, qui fait qu'il n'y aurait plus véritablement de contradiction entre forces productives et rapports de production. Il y aurait une sorte d'adéquation qui ferait l'économie de la révolution, finalement, d'une certaine façon. Voilà, bon, j'ai été très schématique. Et donc, cette chose-là, cette critique, je la développe dans un texte, là aussi, qui est un texte qui est paru en 88, mais qui a été reconstruit en 97, et qui est dans le volume 1 de l'anthologie, qui s'appelle « Le devenu de l'autonomie, le néo-opéralisme ». C'est-à-dire qui envisage donc comment comment l'opéraïsme a fait une révolution sur lui-même, finalement, pour, en quelque sorte, partant de la critique du capital, courir un petit peu au secours du capital, puisque finalement, il lui reconnaît la capacité à nouveau à réaliser le socialisme, finalement, puisqu'il nous rapprocherait finalement d'une situation d'appropriation. Finalement, toute la richesse est concentrée dans ce savoir collectif, et donc la question de la propriété
n'est plus qu'une question décisionnelle, en quelque sorte. Il suffirait de dire, comme on le voit, enfin, les médicaments sont gratuits, les logiciels libres, c'est la fin de la propriété, etc., etc. Mais l'économie collaborative est très... Participative, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat politique donc chez Negri, c'est très très net puisqu'il ne s'en cache pas. C'est-à-dire que la capacité finalement politique du travailleur cognitif est telle que montrer une entreprise, en quelque sorte, c'est positif parce que c'est de l'entrepreneuriat politique, ça va dans le sens de la transformation. Bon. Et donc la précarité, elle aussi, ce qu'il y a, c'est que Negri va tenir compte d'un truc qui est intéressant, c'est qu'il dit la flexibilité du travail. Par exemple, ce que dit un gauchiste normal, bien constitué, il dit la flexibilité c'est mal. Il dit ça à la suite de la CGT ou de la CGL, mais il le dit de façon plus radicale. Il dit la flexibilité c'est mal, il faut donc lutter parce que c'est la flexibilité imposée par le patron, il faut donc lutter contre la flexibilité. Bon. Negri dit non, la flexibilité c'est pas mal, puisque quand les ouvriers refusaient de travailler, quand ils s'absentaient, quand ils sabotaient, c'était de la flexibilité ouvrière. Ce qu'il dit, c'est que le capital, en dominant la situation finalement à partir des années 80, il prend la flexibilité à son compte, mais la flexibilité en elle-même, c'est bien. Le nomadisme, c'est bien. Il n'y a pas à vouloir rester dans son boulot, il n'y a pas... etc. Donc, la flexibilité, c'est une arme. Il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler, il y a des jeunes qui préfèrent être dans l'intérim, etc., etc. Mais dans un disque. Et ils sont capables de se débrouiller parce que ils sont dans une capacité de créer, où la structure du capital leur permet de créer des choses. Donc on ne voit plus la différence à la limite en caricaturant avec le discours de Tapie sur la capacité des jeunes à réussir, etc. Mais évidemment ça ne se situe pas dans la même optique. Mais il y a une sorte d'adhésion à ce qui est devenu le capitalisme. Il suffirait simplement de changer la donne. Bon. Et ça, effectivement, alors nous, on a fait, effectivement, dans tout en critique et autres, on a continué à faire la critique, je ne vais pas développer ici, la critique de cette vision de l'opéraïsme, qui est une adhésion complète à ce qui est devenu le capital, et ce qui est devenu ce qu'on a appelé, nous, la révolution du capital. C'est-à-dire le devenu de l'autonomie, le devenu de l'opéraïsme est devenu le devenu du capital, en quelque sorte. Même s'ils pensent que ils ont évidemment que leur thèse est cohérente. Mais puis de toute façon, on ne sort pas du rapport social-capitaliste. C'est-à-dire que la perspective, c'est l'alternative. C'est-à-dire que les opéraïstes se situent un peu à ce niveau-là, dans les néo-opéraïstes, dans l'alternative. C'est-à-dire que les alternatives de travail autre, la revendication aujourd'hui des communs va toujours dans le même sens, c'est-à-dire que faut s'approprier les communs parce que ces communs sont immédiatement communistes en quelque sorte. Là aussi, il n'y a pas de question de propriété.
grosso modo, il n'y a plus besoin de s'attaquer à l'État. Ou alors, donc il y a des possibilités qui sont plutôt du côté du mouvement alternatif. Alors, par exemple, ils soutiendront beaucoup les intermittents du spectacle. Par exemple, Mauricio Lezarato a fait des textes sur les intermittents du spectacle qu'on a critiqués, mais on ne va pas revenir là-dessus. Il faut aller sur le site pour voir les textes qui correspondent, qui font un peu l'apologie des luttes des intermittents du spectacle, à la fois parce que la situation des salariés sera de plus en plus une situation de l'intermittence, et en même temps parce que l'intermittence serait un nouveau sujet révolutionnaire finalement, parce que c'est pas le fonctionnaire qui est le sujet révolutionnaire. Donc l'intermittent, le précaire, c'est-à-dire un discours qui est plus complexe que le discours gauchiste proprement dit, puisque le discours gauchiste, c'est que tout le monde devienne fonctionnaire, en fait. Bon, il faut défendre l'emploi, il faut que les stagiaires deviennent titulaires, il faut que les auxiliaires de la fonction publique deviennent soit titularisés, même en dehors du concours. Il faut que tout le monde soit garanti. Bon. Ce qui n'est qu'une radicalisation du discours des syndicats et de la gauche en général. Pour les opéraïstes, c'est plus complexe, puisque en même temps, ils sont d'accord pour que le système déstructure tout ça, puisque pour eux, déstructurer tout ça, ça va dans le sens justement de la liberté, du fait de ne plus être attaché à son travail, de ne plus être attaché à un patron, de ne plus être attaché à un statut, et de profiter du système pour aller dans le sens de sa destruction. Mais pour le moment, c'est que, ce que je dis, moi, c'est qu'avant qu'il soit détruit, on ne va que dans ce système. Il n'y a pas d'écart avec le système sur cette base-là. Alors que, par exemple, c'est pas pour en faire l'apologie, mais quand en tant que fonctionnaire, je faisais un écart, je faisais quelque chose qui allait contre l'institution, je faisais un écart avec l'institution qui allait contre l'institution et qui pouvait la remettre en cause, et qui faisait que j'étais remis en cause, moi aussi, par l'institution, avec les risques que j'encourais. Alors que là, on ne voit pas trop ce qu'on remet en cause quand le mode d'organisation du travail sous la forme précaire encourage la précarité. Être précaire ne remet pas en cause la précarité. Donc il peut bien y avoir des luttes de précaires, mais forcément, les luttes de précaires, elles vont, à un certain moment, mettre en avant le fait que cette condition de précaire, ils ne la veulent pas. Ou s'ils la veulent, ça n'empêche pas qu'ils ne la veulent pas. C'est-à-dire qu'ils ne la veulent pas collectivement, ce qui n'empêche pas qu'individuellement, ils peuvent continuer à vouloir rester précaires, mais que c'est une situation qui est intolérable. Et donc on peut avoir des conflits de gens qui sont précaires et qui sont très intéressants, mais dans ce cas-là, ça ne colle pas avec la théorie post-opéraïste. C'est-à-dire qu'il y a toujours les deux éléments, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sécession, on n'est pas dans la scission, parce qu'il y a aussi ça qui va apparaître un petit peu en bordure du post-opéraïsme, c'est l'idée un peu insurrectionniste qu'on peut se mettre à l'écart de soi-même, qu'on peut faire sécession, et que c'est donc possible
finalement d'avoir son propre jugement sur sa propre activité, c'est-à-dire de décider que on n'est pas intégré, qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela, alors que pour nous, le rapport social capitaliste reste toujours un rapport de dépendance réciproque entre le travail et le capital, et qu'il n'y a pas possibilité de faire sécession. Même les gens qui vont, là, après le confinement, qui retournent à la campagne, qui ont décidé d'abandonner leur boulot, ils font sécession de rien. Ils y vont faire du télétravail, ils y vont avec le portable, ils y vont avec la bagnole, parce que à la campagne, tout le monde a une voiture. Bon, mais les ZAD, c'est encore autre chose, c'est un mouvement. Donc, bon, mais voilà, donc... donc, vu tout ce qui s'est passé, c'était plus la question du bilan des 20 ans, comme il y avait pu se poser au moment de temps critique, c'était aussi le moment peut-être d'un bilan de l'opéraïsme, d'où le terme de l'opéraïsme au crible du temps, et donc de cette écriture que j'ai menée de mon côté. En essayant de voir donc finalement toute la richesse de ce mouvement et ses limites, mais du point de vue théorique cette fois. Voilà. Et parallèlement, Scalzone, de son côté, s'est retrouvé en prise, évidemment, avec tous les tiraillements qu'il pouvait y avoir sur les questions de l'opéraïsme, le communisme, etc. Et au cours de la célébration du 77, donc en 2017, à Rome, il y a eu un grand raout avec tous les anciens opéraïstes, tous les qui étaient là, une grande réunion, etc. Où tout à coup l'opéraïsme est devenu a été intégré comme un élément du communisme sans problème, etc. Et que l'opéraïsme était une branche du communisme, ce n'était plus une théorie hétérodoxe. Et là, ça donnait lieu à une intervention de Scalzone outragé à cette conférence, parce qu'il a rugi en quelque sorte contre cette interprétation, puisque pour lui, fondamentalement, l'opéraïsme est une théorie hétérodoxe, est une théorie qui ne se laisse pas enserrer dans le socialisme ou le communisme, et qui en tout cas n'a jamais été consensuelle. Et aujourd'hui, elle courrait des socialistes jusqu'aux staliniens, en passant par différentes tendances, par le léninisme, etc. Et toujours dans l'oubli de son côté hétérodoxe et du fait que même elle, théorie opéraïste, n'était pas parfaite et avait squeezé un certain nombre de mouvements. Donc je ne vais pas relever tout le contenu des pages de la postface de Scalzone, mais par exemple toutes les tendances conseillistes des années 20 et 30, allemandes, germano-hollandaises, italiennes, qu'on appellera bordiguistes après, toutes ces tendances-là ont été complètement occultées par l'opéraïsme, qui ne s'est pas référé à ces mouvements-là pour différentes raisons. Je ne vais pas le développer ici, mais ça a été occulté, et par exemple des gens comme Ricardo d'Este, Cesarano, et puis d'autres, quand ils ont quitté Classe Operaia
pour fonder l'OUT, Conseil prolétaire, puis Commentismo, c'est aussi parce que le classe opérien négligeait des éléments de l'anarchisme, des éléments du conseillisme, négligeait tout un tas de tendances pour affirmer finalement un opéraïsme léniniste, etc. Bon. Mais peu importe, ce que Scanlon a voulu faire péter dans ce truc-là, c'est une sorte de retour à un truc, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il suffit de laisser personne en bord de route faire comme si il y avait une théorie unitaire qui pourrait être reprise, surtout aujourd'hui, et célébrer un mouvement qui aurait finalement jamais eu toutes ces dissensions, etc., à tel point qu'on peut se demander pourquoi il a perdu, si il avait cette unité. Et voilà, donc ce travail qu'il a fait a permis qu'on fasse un travail à quatre mains, comme il dit, même si c'est moi qui ai écrit, un travail qui a écrit le livre entier, lui il a écrit la postface, mais un travail à quatre mains, un peu sous son contrôle sur l'évolution, parce qu'on était en prise à nouveau sur le même, sur la même chose, qui n'était plus l'état d'exception, les choses, mais qui était devenu l'opéraïsme dans son parcours historique. On a donc beaucoup discuté, toutes les parties, par exemple toute l'introduction historique que j'ai faite, qui revient sur les années 50, etc., c'est en partie faite avec lui. Le travail a quand même été un travail collectif de ce point de vue-là. Mais qui a pris beaucoup de retard, puisque en fait le bouquin, moi je l'ai terminé finalement assez rapidement, alors que reste, pour différentes raisons, ses activités, ses va-et-vient entre la France et l'Italie, son état de santé, l'état de santé de sa compagne, font qu'il a mis 3 ans pour faire 30 pages. Mais on avait toujours ces discussions, puisque parfois on discutait une journée entière pour faire une page, pour se mettre d'accord sur le réécrit en français correct. Puisque tu nous as parlé de la dépendance réciproque capital-travail, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont Tronti, dans Ouvrier et Capital, aborde ce rapport ? Oui, alors il y a une correspondance là aussi très nette entre nos deux façons de comprendre le rapport, parce que cette dépendance, Tronti la voit comme une chose qui va développer dès le départ et qui va tenir jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ce qu'il appelle le dans et contre. C'est-à-dire que là aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, des post-opéraïstes qui finalement filaient en direction de la séparation, de la scission, de la sécession, pour Tronti comme pour nous, et pour plein d'autres gens d'ailleurs, il n'y a pas de sortie en dehors d'une transformation de ce rapport social. C'est-à-dire que le dans et contre montre bien que la classe est à la fois dans le rapport social capitaliste et contre. Et c'est ce dans et contre qui crée l'antagonisme. Bon. Et pour revenir à ce que je disais avant, la différence avec un petit peu ce qu'on pouvait penser, c'est l'hétérodoxie de Tronti, c'est de penser que dans ce dans et contre, le contre finalement l'emporte contre le dans. Bon. Après, on s'est aperçu que si on regarde le mouvement tel qu'il s'est passé, et ça c'est notre défaite que ne reconnaît pas Tronti, le dans l'a remporté contre le contre. C'est-à-dire que finalement,
les travailleurs, ils sont dedans tout le temps et qui sont contre par moment. Si dans ce mouvement le plus favorable, le dans l'a emporté contre le contre, à la limite, et beaucoup en ont tiré cette conclusion, il n'y aura jamais de révolution parce que c'était le moment le plus privilégié, même internationalement, pour que le contre l'emporte sur le dans, vu ce qui se passait aux États-Unis, en Pologne, au Japon, partout. Bon, c'est pas son espoir, mais il faut tenir compte de ça. L'interprétation de Tronti n'est pas tout à fait la même, parce que pour lui, il n'estime pas que exactement, il se reporte sur un autre domaine, puisqu'il quitte le domaine à ce moment-là, dans les années 80, du dans et du contre, pour se recentrer lui-même politiquement à l'intérieur du Parti communiste, et où il devient sénateur, et où il dit que finalement, ce qu'il a emporté, et là c'est un saut qualitatif en quelque sorte, c'est la démocratie. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un autre stade, c'est-à-dire que finalement, c'est reconnaître que ce que Marx appelait la superstructure est dominante, et c'est ce que Tronti va développer, mais je ne le développe pas, dans ce qu'il appelle l'autonomie de la politique. C'est-à-dire que ce qui a liquidé le mouvement en Italie, c'est finalement pas le rapport de force, c'est le rapport de force sur le terrain, c'est pas la contradiction capital-travail, c'est le fait que tout le monde se soit rallié à la démocratie, et il ne le dit pas évidemment parce qu'il était contre la lutte armée, ça s'est bien vu par rapport à la position progressivement par rapport à la lutte armée. C'est de toute façon ce qui a été privilégié, c'est la démocratie, et en 68, qu'est-ce qui s'est passé en France ? Vous avez mai-juin 68, un mouvement bien plus puissant que le mouvement italien concentré sur 2 mois. Et aux élections, vous avez une chambre bleu-blanc-rouge qui l'emporte, qui montre bien que les gens choisissent la démocratie. Voilà. Bon. Donc, c'est un coup d'arrêt extraordinaire dont il faut tenir compte. Si cette démocratie rentre en crise, c'est un autre problème. Mais en tout cas, ce qui nous a battus, c'est la démocratie. Ça s'était déjà passé en Italie après la résistance italienne, en 43-44, quand Togliatti et le Parti communiste italien, sous la pression de Staline, ont dit aux résistants de rendre des armes et de devenir des démocrates et d'essayer de prendre le pouvoir par les urnes, etc. C'était déjà la reconnaissance de la démocratie. D'ailleurs, Bordiga le disait, mais dans un langage un peu différent, qu'en fait, le fascisme gagne par un autre système, en se projetant sur la démocratie. Ça, c'est un autre truc sur lequel on pourrait discuter, mais sur lequel on ne va pas s'attarder. Mais déjà, c'était très très net. En France, en Italie et dans certains pays, entre 45 et 47, quand les partis communistes se sont ralliés aux partis d'Union nationale qui ont gouverné plus ou moins entre 45 et 47 avant le début de la guerre froide. Et aujourd'hui, à l'heure où les gens se focalisent sur l'élection présidentielle, mais également la possible 3e dose de vaccin à faire, comment tu justifies la pertinence d'un sujet comme l'opéraïsme ? Disons que les livres ne sont pas forcément des livres d'actualité. D'abord, c'est-à-dire que quand on écrit un livre, c'est pas
pour un livre d'actualité, même si j'ai écrit un livre sur l'économie politique de la crise sanitaire. En général, un livre, on l'écrit parce qu'on écrit autre chose que des articles d'actualité, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, écrire un livre, c'est tout un pataquès, à la fois pour être édité parce que personne ne le lit, mais surtout s'il dépasse 250 pages, écrit petit. Mais bon, disons que il y a nécessité de poser un certain nombre de choses. La première chose à poser, c'est que déjà, il y a une exigence de replacer les choses dans leurs caractéristiques et leur contexte historique, et que l'opéraïsme, du fait de la lutte armée, du fait de tas de choses de ce type-là, est complètement réinterprété, sous-interprété, désinterprété, et que, comme le dit Oreste, il faut rétablir un certain nombre de choses comme, même si on n'en fait pas un absolu, qu'il y ait une certaine vérité qui n'est pas une vérité au sens de c'est faux, c'est vrai, etc., mais une vérité de cette théorie et de comment elle a évolué, etc., quelle a été son autonomie finalement en dehors de toutes les instrumentalisations qu'il y a pu avoir. Donc ça, c'est un point important déjà, du point de vue italien essentiellement, mais que j'ai repris en tant que français, en tant qu'en France, parce que c'était important. Deuxième point, c'est que la théorie opéraïste, une fois la défaite des mouvements, etc., on en a déduit une rupture du fil rouge historique des luttes de classe, et le fait que de toute façon, cette théorie n'est plus opérationnelle. Ce n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'on peut très bien, et sans avoir un point de vue d'historien, rétablir la vérité d'une théorie sur le moment, avec le fait qu'aujourd'hui, elle n'a plus de vérité. C'est ce que je pense. Mais c'est essentiel quand même de la comprendre dans sa vérité et dans ce qu'elle a représenté sur le moment comme étant un truc essentiel et la meilleure chose qui a été produite à l'époque. Ça, c'est un deuxième point, c'est-à-dire une rupture. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de perspective à partir de cette théorie, mais la maintenir dans sa vérité, en quelque sorte. Donc le livre n'ouvre aucune perspective de ce point de vue-là. Ce qui est actuel, finalement, dans la théorie opéraïste en négatif, c'est que les opéraïstes, en mettant bien en avant les transformations de la composition de classe, ont avancé en fait de nouveaux sujets, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur la problématique du sujet avec l'ouvrier masse, l'ouvrier social, etc., en gardant cette idée d'un sujet révolutionnaire qui, de fait, s'est élargi, par exemple avec Négri, quand il est passé de l'ouvrier masse à l'ouvrier social, etc., mais c'est élargi dans la théorie, mais c'est rétréci dans la réalité. C'est-à-dire que ce sujet est devenu complètement évanescent, et on l'a bien vu par exemple quand les jeunes qui participaient au comité de quartier, à la lutte armée, etc., quand la répression a frappé, ils sont devenus les premiers repentis, ils sont devenus
des individus qui avaient été traversés par un mouvement, mais qui n'avaient pas de possibilité, dans ce contexte-là, d'aller vers autre chose. Et donc, on revient à la phrase de Tronti, qui est que tout le monde s'est réaligné avec la situation italienne aussi des juges, avec les opérations main propre, les opérations contre la corruption, etc. Tout le monde est revenu sur l'idée de justice, sur l'idée de la démocratie, sur l'idée ensuite de la victimisation. Et donc c'est bien la démocratie qui l'a emporté. Ce qui ne veut pas dire que, comme l'ont fait les néo-opéralistes, il faut courir après la victoire du capital. D'ailleurs, Tronti le dit lui-même, page 155 de son livre Néo-opéralisme, ne soutient pas l'accélération du capital, plutôt, si tu n'as pas la force pour organiser dans l'immédiat et la durée la résistance contre lui. C'est-à-dire que là, Tronti prend le contre-pied de Negri, qui finalement pense toujours que le processus capitaliste peut être contré à partir du moment où il offre les possibilités par le général intérêt, j'en ai parlé, de s'y opposer. Là, Tronti, et je pense que c'est une bonne opposition, on ne peut s'abandonner à ce qui pourrait être des aspects positifs ou des tendances du capital, ni même au catastrophisme à l'envers, ni à des choses comme ça. On ne peut espérer quelque chose, que ce soit sur le climat, sur des choses comme ça, si on n'est pas capable soi-même d'avoir un minimum, alors lui il parle d'organisation, si on n'a pas un minimum de maîtrise du processus. Par exemple, il n'en parle pas, Negri, mais c'est très Tronti, mais c'est très net sur le climat. Quelle maîtrise tu peux avoir les questions du climat dans la mesure où cette question, elle est du domaine des États et elle ne peut être que du domaine des États. Elle ne peut pas être du domaine des individus ni des collectifs de lutte. Donc, soutenir les luttes contre le climat, par exemple, pour moi, aucun sens, dans la mesure où ces luttes ne peuvent être que des luttes des États entre eux pour trouver des solutions avec les entreprises, etc., mais nous échappent complètement. Donc, c'est typiquement le domaine où on n'a aucune maîtrise des luttes. Et c'est pour ça que la perspective, en fait, là, de Tronti est assez sombre sur cette question-là par rapport au post-opéraïsme. Bon, pour finir, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus y avoir de lutte et, par exemple, les luttes des ZAD peuvent avoir un intérêt et sont des éléments de perturbation de l'aménagement du territoire, des choses comme ça, et donc du capitalisme en général. Mais il est difficile de se projeter plus avant sur ces luttes-là, puisqu'elles sont des luttes quand même défensives qui répondent à des grands projets et on s'oppose à des grands projets.
Donc moi, mon regard irait plutôt vers des luttes comme les Gilets jaunes, qui sont des luttes imprévues, en fait, qui remettent en cause le bon avancement des choses parce que personne ne les prévoit et automatiquement l'État est mis en danger par le fait que ce sont des choses non prévues et qu'il n'arrive pas à réagir. Il a fallu au moins un mois à l'État français pour réagir aux manifestations des Gilets jaunes, pour ne prendre que cet exemple. Mais en même temps, on ne peut que regarder que ce type de mouvement, et on a assez écrit là-dessus, et ça a été assez diffusé, n'est pas non plus la panacée parce que les limites du mouvement ont été immédiatement, justement, on pourrait dire dès la deuxième semaine de janvier 2019, ont été les limites de mouvement sont apparues très clairement à partir du moment où il n'était pas capable de dépasser un certain stade et où surtout l'État de son côté se réorganisait pour lutter contre le mouvement. Ce qui est intéressant dans ce mouvement par rapport à, si on revient à l'opéraïsme, c'est que ce mouvement montre qu'il n'y a plus à chercher d'ouvriers masse, d'ouvriers social, de sujets révolutionnaires, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, comme disent certains, et que le capital automate domine tout, etc. Mais il n'y a d'une certaine façon non plus pas de sujet déterminé, et que les Gilets jaunes ont montré qu'ils n'étaient pas un sujet, si ce n'est un sujet collectif, complexe, hétérodoxe en lui-même parce qu'il était tiraillé de différents côtés, mais pas un sujet au sens classique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une voie, une ligne, etc., mais que tout était en acte dans le mouvement et en capacité de faire un certain nombre de choses avec toutes les limites de ce mouvement. Eh bien merci Jacques pour cet entretien qui aura permis, nous l'espérons, de mieux comprendre ce qu'a pu être l'opérisme italien dans sa démarche théorique et ses pratiques. À bientôt.